Thiriet, responsable parcs et jardins pour le Conseil général de Seine-Maritime. Alors nous sommes au parc animalier et botanique de Clères, qui est à la fois un parc romantique de la deuxième moitié du XIXe siècle, dans lequel un ornithologiste du début du siècle a installé ses collections d'animaux en semi-liberté. Sur le parc, vous avez plusieurs éléments architecturaux, les ruines d'un château médiéval, un château transformé au XIXe siècle avec toutes ses sculptures et pinacles sculptés, style néo-renaissance, et un manoir du XVIe siècle. La première phase de création du parc, c'est 1863-1869. C'est tous les grands arbres que l'on peut admirer actuellement dans le parc, la création de l'étang, de certains éléments architecturaux, et ensuite arrive la période 1920, où Jean Delacour, lui, parcourant le monde, rapporte à la fois des animaux et des plantes. Jean Delacour est tombé amoureux du parc de Clères, l'a acheté et a fait intervenir un paysagiste anglais, Henry Avery-Tipping, pour l'aider à aménager ce parc et inclure ses collections animales. Alors Jean Delacour était le premier justement à s'intéresser au bien-être animal et à mettre en place ce genre de préceptes, à savoir animaux en semi-liberté, en relation avec la flore et donc un souci d'acclimatation, à la fois des plantes et des animaux. Il y a une enceinte autour du parc et dans cette enceinte, les animaux évoluent librement. Donc vous avez entre autres les antilopes cervicarpes, qui un troupeau d'environ une cinquantaine de têtes. Vous avez des wallabies de Bennett qui vivent également en liberté, des flamants roses, des cigognes, tout un tas de canards, d'oies qui déambulent à leur gré dans le parc. Dans la journée du parc, il y a deux éléments un petit peu particuliers et privilégiés pour les visiteurs. C'est quand on peut assister au nourrissage de certains animaux, comme le nourrissage des makikatas qui sont sur une petite île du lac, le nourrissage des pélicans, le nourrissage des antilopes et des flamants roses. En termes de botanique, on peut admirer un certain nombre d'arbres de belle stature, entre autres un magnifique séquoia-dindron giganteum à l'entrée, des arbres de très beaux hêtres, de très beaux cèdres, et des plantes plantées et introduites par Jean Delacour, comme un magnifique Cornus scusa, des lianes peu courantes, des Lonicera henryi et Lonicera giraldii, qui ne se trouvent pratiquement pas dans le commerce, ainsi qu'une vigne vierge qui s'appelle Vitis flexuosa, qui n'est pas du tout commercialisée. On peut également encore voir de belles touffes de crinum de Moore. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres dans le département de cette ampleur, et de magnifiques crinum powelli. Depuis 2 ans, on a de plus en plus de retours de visiteurs habitués qui sentent qu'il y a une reprise en main justement de l'entretien du parc et des créations, des aménagements. Et ils sentent que ça bouge, que ça évolue de façon positive. Oui, il y a encore beaucoup de travail et nous n'en sommes qu'au début. Et donc il y a à la fois la partie très intéressante d'essayer de rechercher des documents anciens, de vieilles cartes postales, de vieux articles de journaux, pour aller à la pêche au maximum de renseignements et essayer de pouvoir réintroduire des plantes qu'il y a pu y avoir à une époque et qui ont disparu de nos jours. On peut voir la terrasse devant le château et ses parterres qui ont été restaurés cette année. Nous avons commencé à planter également derrière le manoir l'allée qui monte à la volière des Gibbons. C'est une vraie satisfaction, c'est même un challenge. Redonner de sa superbe au parc et que si Jean Delacour revenait dans quelques années, il n'est pas à rougir du travail qui a été fait ici. Je pense qu'on a un devoir justement de sauvegarde et de mémoire par rapport à ce personnage qui est connu dans le monde entier, qui a travaillé pour les zoos de New York, Rome, Londres et qui est finalement méconnu en France.